pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. 11 enseignants, comme des bandits, encerclent un directeur, l'intimident, lui ordonnent de retirer un avis disciplinaire et qui sont pas eux-mêmes disciplinés ou sacrés dehors. Je vais vous rejoindre là-dessus, vous avez raison. C'est inacceptable, puis je ne sais pas pourquoi ça s'est pas fait. Parce qu'on ne le savait pas. Madame Gélina, je m'en rappelle très bien pour l'avoir parlé avec elle. Elle niait. On va les représenter. Je pense que cette nuance-là est importante. Après, défendre, c'est un autre mot, là. Donc, on va pas défendre l'indéfendable. J'ai eu beaucoup de conversations avec de mes députés, avec mon équipe. Il y aura d'autres journées pour parler de processus interne du parti. Moi, je sens pas. Avec les députés avec lesquels je parle, non. Je sais pas qui sont ces députés. Voici Patrick Lagacé. Mercredi le 16 octobre 2024. Merci d'être là. Vous pouvez nous écrire mon courriel patrick@985.ca. Météo aujourd'hui, ça va se dégager en matinée. Du soleil principalement, frisquet quand même 10 degrés. Présentement, il fait 4 degrés à Montréal. Même scénario demain et après-demain. Du soleil, du temps frais. 11 degrés jeudi et 13 degrés vendredi. Je commence le tour d'horizon de l'actualité avec une nouvelle qui est à la une de la presse. Des citoyens qui sont tenus dans l'ignorance, qui sont fâchés. On fait un retour sur ce changement de cartographie des zones inondables. Il y a Québec, là, si je résume, le gouvernement du Québec qui a changé les paramètres de ce qui est une zone inondable et on met ça un peu dans la cour des municipalités. Et la communauté métropolitaine de Montréal, c'est plusieurs municipalités, là, des dizaines de municipalités, qui a décidé de faire son propre règlement. Fait que là, on montre où on va avoir des zones inondables de type très inondable, moins inondable, etc. Et il y a des milliers d'habitations, des milliers de citoyens qui soudainement se retrouvent en zone inondable, par exemple, même s'ils n'ont jamais été inondés. Et la presse rapporte là, les préoccupations, les inquiétudes des gens dans une réunion citoyenne. Les gens ont beaucoup de questions, les gens sont fâchés. Qu'est-ce qui arrive quand tu es déclaré être désormais en zone très inondable? Qu'est-ce qui arrive à ta propriété, à son assurabilité, à son financement? Si tu veux rénover ta maison, si tu veux la vendre, tout ça a des impacts. Il y a les gens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac aussi qui sont maintenant protégés par une digue qui a été refaite à coût de dizaines de millions, qui se font dire, vous êtes en zone très inondable. À quoi ça sert d'avoir une bonne digue, de se faire dire, on va vous construire une digue maintenant qui va empêcher des débordements comme il y en a connu quelques années auparavant. Donc, beaucoup de questions. Et Québec est absent de ce débat-là pour l'instant. On a jeté ça dans la cour des municipalités et je vous le dis, je vous l'avais dit à l'époque, ça va hurler. Les gens commencent à hurler. Les gens le disent. Dans ce papier d'Isabelle Ducas, là, qui a assisté à une rencontre citoyenne, il y a quelqu'un qui dit une évidence. Christian Métivier, un citoyen qui dit « Notre maison, c'est notre fonds de pension. Est-ce qu'il va y avoir de l'aide financière du gouvernement pour compenser la perte de valeur? » Présentement, silence radio à Québec. Et présentement, ce sont les maires qui se font poser des questions et eux disent, on n'a pas toutes les réponses. C'est un peu en dehors de notre expertise, tout ça. Bien, les députés de la CAQ, préparez-vous, parce que je pense que vous allez vous faire interpeller assez rapidement. Autre texte à lire dans la presse, et c'est un sujet là qui touche beaucoup de gens. Il y a eu un long cheminement juridique, politique, social sur l'aide médicale à mourir. Une des nouvelles frontières de l'aide médicale à mourir, ce sont ce qu'on appelle les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Disons que vous avez une maladie dégénérative comme l'Alzheimer. Vous voudriez avoir l'aide médicale à mourir quand vous allez atteindre un certain stade de la maladie, mais vous ne voulez pas la demander maintenant. Parce que maintenant, vous avez peut-être des petites absences, vous avez peut-être des pertes de mémoire cognitives, etc., mais vous avez encore de la qualité de vie. Ça a été gagné au Québec. On le sait, là, on contourne le code criminel canadien par une sorte de tour de passe-passe juridique. Et là, ça va entrer en vigueur à la fin du mois. Et là, toute la question du comment, du détail, les formulaires, la bureaucratie, tout ça n'est pas encore arrimé. C'est pas complètement anormal, là. C'est un nouveau régime. Mais dans la presse, il y a des médecins qui témoignent, là, qui disent, écoutez, on est encore tenu dans le noir. On sait qu'il va y avoir beaucoup de demandes,
mais il y a quand même encore des zones d'ombre. Au-delà d'apprendre à apprivoiser les formulaires, la bureaucratie, il y a un médecin qui dit, écoutez, ça va être un jeu d'équilibriste pour ce qui est des critères. Parce que les gens vont pouvoir dire, quand on arrive à un certain point, avec certains critères, je veux qu'on me donne l'aide médicale à mourir. Il va falloir être assez précis, mais pas trop. Témoigne un médecin qui cite l'exemple d'un individu qui voudrait l'aide médicale à mourir lorsqu'il ne reconnaîtra plus ses proches. Parfait. La question, c'est quels proches? Tous les proches ou des proches en particulier? Puis c'est quoi ne plus les reconnaître? C'est ne plus connaître leur nom, ne plus les reconnaître tout le temps ou la majorité du temps. Donc, et si cette personne-là, alors qu'elle était lucide, a écrit « Lorsque je reconnaîtrai plus ma conjointe Hélène », par exemple, cas fictif, bien, je veux qu'on me donne l'aide médicale à mourir. Il se passe quoi si la conjointe meurt entre le moment de sa demande et celui de l'évaluation? Donc, on est dans une période d'ajustement. Et il y a l'autre problème qui n'est pas évoqué dans le papier de la presse, mais dont on a parlé ici à l'émission. Il y a des médecins qui sont mal à l'aise avec le fait que Québec fait cavalier seul, n'a pas l'assentiment, le feu vert d'Ottawa quant au code criminel. Donc, il y a tout ça. Regardez, je pense que dans 1 an, dans 2 ans, ça va s'être placé. Mais pour l'instant, il va y avoir une période de turbulence. Donc, préparez-vous à ça si vous voulez ou vos proches veulent une demande d'aide médicale à mourir anticipée. Texte du journal Le Soleil, maintenant, par Marc Allard. Des ratés informatiques à la Société de l'assurance automobile du Québec. On le sait, ça fait plus d'1 an qu'il y a des problèmes. Des gens qui ont de la misère à renouveler des permis de conduire, faire des changements d'immatriculation pour des véhicules, par exemple. Là, ce qu'on apprend dans ce papier, c'est que la vérificatrice générale du Québec qui est incapable de valider un transfert de 100 millions de dollars. Je vous épargne les détails, là, mais il y a des droits qui sont perçus pour des grosses cylindrées, des gros véhicules, puis tout ça va dans un fonds qui pour financer, là, par exemple, des pistes cyclables, des projets structurants au chapitre de l'environnement. Mais c'est tellement le bordel informatique à la Société de l'assurance automobile du Québec que la vérificatrice générale dit, écoutez, oui, il y a un certain montant qui a été transféré, 100 millions, mais je ne suis pas capable de le valider. Donc, il y a des questions à poser à Mme Guilbeault, qui est responsable de la SAC, mais aussi, encore une fois, à M. Kerr, Éric Kerr, qui est notre grand ministre du numérique au Québec. 6h, presque 11 minutes. Bon, parlons un peu d'inflation. La nouvelle est tombée hier en fin d'émission. L'inflation au Canada, bonne nouvelle, pour septembre, c'est tombé sous la barre des 2 1,6 % si on compare avec le point de comparaison en 2023. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça confirme la tendance à la baisse de l'inflation au Canada. On sait que ça a explosé dans les dernières années. Ça avait même atteint 8 % à un moment donné. Mais là, dans la presse, Hélène Barry qui recueille des propos d'économistes qui sont quand même inquiets. C'est un beau problème. L'inflation est à la baisse, mais là, on pose la question, est-ce que l'inflation recule trop? Puis là, ça peut vous surprendre. Vous pouvez vous dire un matin, c'est quoi ton problème, monsieur le journaliste, de nous parler de cette nouvelle-là? On sort d'une phase où il y a des produits qui étaient plus achetables à cause de l'inflation. Tant mieux si ça baisse. Oui, tant mieux si ça baisse. Sauf que il y a des économistes et la Banque du Canada aussi qui s'inquiètent. Pourquoi? Parce que si l'inflation baisse trop, il va se passer 2 phénomènes. D'abord, ça pourrait décourager les investisseurs d'investir parce qu'ils ne vont pas obtenir de rendement. Et 2, il y a des consommateurs qui pourraient ralentir la croissance de leurs dépenses personnelles, puis on sait que c'est important pour l'économie en général, parce qu'ils vont attendre que les prix baissent encore plus. Donc tout ça, je sais que c'est un beau problème. On préfère ça à avoir de l'inflation à 6, 7, 8 %, bien évidemment. Mais il y a quand même peut-être la naissance d'un problème avec le recul de l'inflation. Toujours sur la question de ce qui va dans vos poches, Montréal, hausse de taxes, on le dit, pour ce qui est de l'administration centrale. Valérie Plante qui veut garder ça sous l'inflation. L'inflation a baissé, donc la hausse devrait être sous les 2 %. Après ça, il y a la question des arrondissements. Les arrondissements, l'année passée, ne se sont pas gênés. Il y a eu, l'année passée, 9,5 % de hausse moyenne dans les arrondissements. Ça avait hurlé pas mal un peu partout dans les différents quartiers de la ville. Donc, cette année, ça devrait être 3,6 % selon le Devoir. Texte de Jeanne Corriveau dans la section économique. Donc, la fourchette est quand même grande, là. Anjou, 1,2 %. Traditionnellement, à Anjou, les hausses de taxes sont toujours assez basses. La Salle, 10 %, mais c'est l'exception. Dans le milieu de peloton, le Saint-Léonard, La Chine, Sud-Ouest, Hochelaga, Maisonneuve, Mercier, Outremont,
Pierrefonds, Roxborough, Rivière-des-Prairies, Rosemont, Verdun, Saint-Michel, Villeray, Parc Extension, on est à 3 % d'augmentation prévue. Donc, vous pourrez lire ça dans le Devoir, ça commence à circuler. Je veux revenir sur le dossier de l'école Bedford. C'est cette école de Montréal dont on a beaucoup parlé depuis quelques jours, depuis que le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a rendu public un rapport d'inspection. Il a ordonné à sa direction des inspections d'aller à Bedford, l'école Bedford dans Côte-des-Neiges, et de parler aux profs, de parler à d'anciens profs, qu'est-ce qui s'est passé dans cette école-là. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un climat toxique qui a été instauré par une poignée d'enseignants, 11 enseignants qui sont maintenant visés par une enquête. On va évaluer leur comportement dans les dernières années. Ils pourraient perdre leur brevet. Je vous l'ai dit, ces 90 pages de rapport, c'est la chose la plus folle que j'ai lue à propos de l'école depuis que je couvre l'école. Ce qui s'est passé dans cette école-là, oui, il y a une dimension religieuse, puis je vais y revenir, mais c'est l'incurie de la direction. Et quand je dis la direction, on peut penser aux directions d'école locales, mais aussi de leur patron jusqu'au sommet de la pyramide du Centre de services scolaires de Montréal, qui, quand ils ont des problèmes avec ne serait-ce qu'un prof, ont de la misère à le régler. Les profs sont défendus bec et ongles par l'Alliance. L'Alliance des professeurs de Montréal a tendance à défendre l'indéfendable. Et là, il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent, écoutez, il y a la dimension religieuse, les journalistes n'en ont pas assez parlé. Et ce que j'ai répondu à ça, je dis, bien, écoutez, moi, j'en ai parlé à ce micro, j'en ai parlé dans la presse, mais dans le rapport, la dimension religieuse, c'est une partie de l'équation. Ce qu'on voit, c'est des profs qui étaient très conservateurs, rigoristes, et quand tu es pogné avec un prof comme direction, tu as de la misère. Imaginez avec 11 profs. Et là, il y a quand même une belle caricature à lire, à voir, à regarder dans le Devoir, là, aujourd'hui, sous la plume d'Éric Godin. C'est la directrice générale de la commission du Centre de services scolaires de Montréal, Mme Gélina, qui est là avec un voile sur les yeux. On sait que la question du voile a été centrale dans la loi 21, par exemple. Là. Ça a touché beaucoup d'enseignantes. La situation à l'école Bedford durait depuis plusieurs années, à chacun son voile. Et Mme Gélina est voilée. Elle ne voulait pas voir certaines affaires. Je ne suis pas le seul à penser que Mme Gélina ne voulait pas voir certaines choses. Marois Risky, hier, a réagi à notre entrevue pendant que Mme Gélina était ici, que je lui posais des questions sur ses contradictions, sur sa lecture des événements en 2023 et sa lecture des événements désormais. Il y a des choses qu'elle aurait dû savoir à l'époque, qu'elle ne pouvait pas ne pas savoir. Bien, Mme Risky, hier, a envoyé un tweet et elle a dit qu'elle ment, Mme Gélina, effrontément au micro du 98.5. Elle dit « Je l'avais confrontée. La DG, elle a fait de l'aveuglement volontaire. Elle n'est pas la femme de la situation. Elle fait partie du problème. » Et Mme Risky, hier, a fait une tournée médiatique. Elle va être avec nous un peu plus tard. Elle demande le départ, la démission de Mme Gélina, qui est la directrice générale du Centre de services scolaires de Montréal. Et il y a un prof qui m'a écrit. Il y a un ancien directeur d'école qui m'a écrit. Lui, il prend un pas de recul à propos de l'école Bedford et il dit, écoutez, il fait écho à un incident qui s'est passé, qui a été documenté dans le rapport d'enquête commandé par Bernard Drinville. Quand je vous dis que les profs faisaient la pluie et le beau temps là-dedans, dans cette école à Bedford, à un moment donné, il y a un directeur qui a mis ses culottes et qui a donné un avis disciplinaire à un des 11 enseignants qui étaient dans ce groupe du clan dominant. Bien, les 11 enseignants ont apostrophé le directeur, l'ont encerclé et lui ont ordonné de retirer l'avis disciplinaire. Dans le document d'enquête, on dit que c'est une tentative d'intimidation. Et cet ancien directeur-là m'écrit, il dit, écoutez, la stratégie de déléguer des profs pour intimider une direction est trop souvent utilisée pour qu'elle ne soit pas proposée et encouragée par l'Alliance des profs. D'ailleurs, en période de négociation de convention collective, demander à la direction de sortir de son bureau pour qu'une déléguée syndicale lui lise un texte devant une vingtaine de profs est un moyen de pression régulièrement utilisé. Dans certaines écoles du Centre de services scolaires de Montréal, à toute fin pratique, ce sont les profs qui décident, ou plutôt, selon cet ancien directeur, des profs syndicaleux. Et les décisions importantes sont prises dans l'intérêt des profs, leur confort, plutôt que dans celui des élèves. Malheur à la direction qui va s'attaquer
pour de vrai à cette culture. Les bâtons dans les roues sont nombreux. Les courriels irrespectueux à son égard feront leur apparition. L'Alliance des profs va inciter le ou la déléguée syndicale à multiplier les actions qui vont alourdir la tâche de la direction. Et cet ancien directeur connaît la réalité de l'école Bedford, pas telle que décrite de façon contemporaine à partir de 2016, mais au début des années 2000. Et ce qu'il me dit, c'est, à l'époque, on avait les mêmes problèmes, les mêmes cultures. Et c'est là que j'ai un message pour ceux qui disent « Le problème, c'est parce qu'ils sont musulmans, les profs maghrébins. » Il faut dire que ceux qui s'opposaient à ces profs maghrébins, par ailleurs musulmans, il y en avait beaucoup de maghrébins musulmans qui trouvaient qu'ils n'avaient pas d'allure. Je reviens au texte de cet ancien directeur d'école qui dit « Écoutez, moi, je connais la réalité de cette école-là, Bedford. Au début des années 2000, il y avait le même problème, des profs qui étaient dans un noyau dur et qui faisaient de la résistance, qui voulaient mener la barque eux-mêmes, et c'était des bons Canadiens, Français, Québécois de souche, comme quoi les problèmes finissent toujours par se perpétuer dans le temps. Je termine là-dessus sur l'école Bedford, là, mais il y a une lettre du professeur Luc Papineau, qu'on a souvent à cette antenne, qui a réagi dans le Journal de Montréal à ces révélations là, à l'école Bedford. Et lui, ce qu'il dit, pour avoir lu les 90 pages du dossier, il dit, écoutez, c'est un condensé de ce que nous avons vu, entendu ou vécu de pire au cours de nos longues carrières. On y retrouve des chicanes d'adultes plus immatures que les enfants à qui ils enseignent, mais aussi une incurie administrative et syndicale abyssale. Et là, je termine là-dessus là, par rapport à Bedford. Il y a un auditeur qui m'écrit. Il dit « Monsieur Lagacé, êtes-vous encore, là, après avoir constaté tout ce qui s'est passé à l'école Bedford, êtes-vous encore opposé à la loi 21? » Moi, j'ai été opposé à la loi 21. Je ne trouvais pas que c'était une loi efficace. Maintenant, elle a force de loi. Je me range derrière le consensus québécois. Mais ceci étant dit, ma réponse à ça, c'est malgré la loi 21, ce genre de situation est quand même possible. Donc, il y a une limite à une loi sur la laïcité dans le réel des choses. Il y a une incurie administrative, syndicale aussi qui a permis tout ça. Et parlant de religion, je regarde l'actualité là, ces jours-ci, et je dois vous dire, on ne peut pas ne pas constater le grand retour du religieux. On est sorti au Québec d'une époque religieuse. On a peut-être pensé qu'un peu partout dans le monde, le religieux allait reculer. Et on a constaté il y a 25 ans que le religieux, via l'islam, était de retour, était militant. On peut penser à l'Iran, l'Arabie saoudite. On peut penser à du terrorisme inspiré de l'islam. Ben Laden, l'État islamique, etc. Et on a fait l'erreur de penser, je pense, que le retour du religieux, c'était uniquement la province de l'islam. Quand on regarde ce qui se passe en Israël, le judaïsme a des pans qui sont, disons, messianiques. Il y a une sorte de mariage entre l'extrême droite et le judaïsme en Israël qui contribue à ne pas avoir de solution négociée avec les Palestiniens là-bas. Aux États-Unis, regardez ce qui se passe aux États-Unis, là. On est à moins de 3 semaines. Moins de 3 semaines de l'élection présidentielle. Dans 3 semaines exactement, on va être au lendemain de l'élection présidentielle. Et il y a une sorte de mouvement national chrétien qui est très, très pro-Trump, malgré tous les défauts de Trump. Dieu sait que si on est un chrétien pratiquant, M. Trump, c'est pas un exemple biblique de ce que devrait être une vie bien vécue. Pas grave. Les chrétiens, le christianisme est une force politique incontournable. Il y a des gens aux États-Unis qui rêvent d'avoir une sorte de théocratie. On le voit là avec tout le mouvement revanchard contre l'avortement. En Russie, l'Église orthodoxe en Russie, c'est un des piliers du nationalisme russe, qui est un nationalisme absolument toxique. Bref, l'actualité nous montre que la religion n'est pas morte et c'est absolument déprimant. On vit dans une époque de grand savoir. On n'a jamais été aussi informé. On n'a jamais été aussi illuminé par la science. Puis on dirait certains jours que nos vies privées, politiques, collectives, sociales, sont très, très trop influencées par le religieux. Je le disais, c'est l'élection américaine dans moins de 3 semaines.
Et là, Mme Harris aux États-Unis, là, qui commence à durcir son discours. On a vu M. Trump danser dans un rassemblement politique pendant 40 minutes. Il a coupé court à la période de questions et pendant 40 minutes, il s'est mis à danser sur les chansons qu'il préfère dans sa liste de lecture. C'était un moment assez bizarre. Et Mme Harris a commenté hier en disant « J'espère qu'il est correct, j'espère qu'il va bien. » Pardon. Et ça pose la question, justement, de la santé cognitive, mentale de Donald Trump. On a posé beaucoup de questions comme ça à propos de M. Biden. Pour ce qui est de M. Trump, on n'en pose pas beaucoup et même les démocrates n'en posent pas beaucoup. C'est comme s'ils n'osaient pas aller sur ce terrain-là. Mme Harris, qui va être à Fox ce soir, c'est pas un terrain amical pour elle. Ça risque d'être un moment fort de la vie politique américaine. Je termine en parlant de Justin Trudeau. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, premier ministre d'un gouvernement minoritaire. Il y a des députés, Jonathan Trudeau nous en parlait hier, qui commencent à s'inquiéter. Ils se disent, c'est à peu près sûr qu'on va perdre, pas grand chance de gagner, même si on change le chef. Par contre, si on change le chef, ça se peut que je puisse garder mon siège. Ça se peut qu'on soit plus pour faire face à Pierre Poilievre. Et là, il commence à avoir une fronde et il y a un premier député, là, le député de l'île du Prince-Édouard, Sean Casey, qui a parlé publiquement et qui a demandé le départ de Justin Trudeau. La ministre des Affaires extérieures du Canada, Mélanie Joly, va être avec nous un peu plus tard à l'émission. Merci d'être là. Vous pouvez nous écrire 98-985. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Mon ami Yannick Bouchard est là pour la première entrevue de notre série d'entrevues d'actualité. Oui. On a un invité très spécial en studio. Il s'agit du directeur général du Canadien de Montréal, Kent Hughes. Kent, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Bon début de saison? Oui. Écoute, on veut toujours plus, mais un bon départ. Est-ce que c'est cette année qu'on gagne la Coupe? On peut toujours espérer. Allez-vous être dans le mix, finalement, Ken? Parce que vous avez eu un dur coup au camp d'entraînement avec la blessure de Patrick Laine. Vous aviez beaucoup d'espoir. Il y avait beaucoup d'attentes envers ce joueur-là qui n'avait pas joué beaucoup dans les dernières années. Est-ce que être dans le mix, ça ne tenait qu'à la présence de Patrick Laine dans la formation? Je dirais non. C'est sûr que Patrick, à son maximum, à son potentiel, nous fait une meilleure équipe. Mais quand tu rentres dans une saison de hockey, spécialement avec les années passées qu'on a eues, les 2 dernières années, on anticipe qu'on va avoir des blessures, qu'on n'aura pas notre alignement au complet à chaque match. Alors, écoute, on est 2-2 pour le départ. Je pense qu'on aurait pu jouer mieux, mais on est quand même à 500. On va continuer à pousser, essayer de progresser. Puis Patrick, il va de retour, je crois, à peu près 10 semaines. Jeff Molson a dit au tournoi de golf du Canadien que l'équipe allait tout faire pour être dans le mix. Tout faire pour être dans le mix. Est-ce que c'est mettre de la pression sur vos épaules afin d'améliorer l'équipe cette saison? Ça va dépendre. Ça va dépendre d'où on est rendu après Noël, après le temps des fêtes. Écoute, on veut être meilleur cette saison, c'est sûr. On va prendre des décisions pratiques qui nous servent pour le court terme sans avoir à sacrifier trop pour le long terme parce qu'on est en train de construire quelque chose qu'on espère va nous permettre d'être compétitif puis d'être dans le mix, essayer de gagner une Coupe cette année pour plusieurs années. Kent, vous êtes un Québécois, vous êtes un Montréalais, vous avez grandi dans l'ombre du Canadien, vous avez été agent de joueur. Comment votre vie a changé depuis que vous êtes le directeur général du Canadien? Quand vous vous promenez un peu partout, là, je pense qu'on vous reconnaît plus que quand vous étiez agent de joueur. C'est sûr. Puis ça, de ne pas avoir de cheveux, ça me fait plus reconnu dans les rues, c'est sûr. L'an passé, on jouait contre Floride. Puis je retournais après la pratique de matin. Puis il y avait des travailleurs qui travaillaient en haut sur un édifice, puis on criait à moi quand je marchais. Puis il y avait quelqu'un en arrière de moi qui est parti à rire, puis il a dit « J'oublie qu'est-ce que c'est de jouer au Canada », puis c'était Matthew Tkachuk en arrière. Ah ouais? Ouais. Est-ce que c'est un facteur de motivation ou ça peut devenir déplaisant?
ça me sert comme motivateur. Tu sais comment c'est important aux partisans des Canadiens, puis à la ville, puis à la province de Québec aussi. Alors, ça me motive. Je crois que ça motive tout le monde, les joueurs, puis tout le monde autour des Canadiens pour faire tout notre possible pour mettre le meilleur produit sur la glace. Mais quand même, quand vous êtes chez Home Depot à choisir des prises électriques, ça doit être un peu plate de se faire parler de jus de puissance. Ma femme vous dirait que ça sera toujours elle au Home Depot. J'ai 2 mains gauches. Kent, on parle de reconstruction, on parle de mix. Il y a des équipes qui sont en reconstruction dans la Ligue nationale depuis des années. Je pense aux Sabres de Buffalo qui ont raté les séries pendant 13 ans de suite. Les Red Wings aussi sont en reconstruction pendant des années puis ont raté les séries pendant 8 années de suite. Pourquoi ce serait différent ici à Montréal, que ce soit plus court que ces années-là? Premièrement, je crois qu'on avait une certaine base de bons jeunes joueurs, des Nick Suzuki, des Caden Gooley, des Cole Caulfield qui étaient déjà ici. Alors, c'est pas comme on est arrivé, puis on s'est débarrassé de tout le monde, puis on a commencé au point de départ avec le repêchage. Alors, on avait déjà des très bons jeunes joueurs ici, puis il fallait qu'on ajoute puis qu'on les encadre. On a été chanceux aussi, si on regarde le nombre de choix de repêchage qu'on a. Depuis 2 ans, encore l'an prochain, on a 2 choix de première ronde, 2 choix de deuxième ronde, 3 choix de troisième, 2 choix de quatrième. Alors, encore l'année d'après, on a 2 choix de deuxième, 2 choix de quatrième ronde. Alors, je crois qu'on a assez d'atouts pour repêcher où on veut repêcher, faire des échanges comme on a fait cette année pour avancer, chercher un gars comme Michael Hague qu'on croit pourrait vraiment nous aider dans l'avenir. Il va y avoir un moment où on va probablement échanger ses choix pour d'autres joueurs. On espère aussi qu'à un moment donné, on va les échanger au trade deadline pour améliorer notre équipe. OK. Des choix de repêchage, déjà une bonne base de joueurs, mais à un certain moment, l'équipe va arriver, on l'espère, à maturité, plutôt que tard. Je sais que Montréal n'a pas toujours été une ville très attrayante pour les joueurs autonomes. Même vos prédécesseurs ont eu de la difficulté à attirer des joueurs autonomes ici à Montréal, même avec Carey Price, qu'on considérait comme le meilleur gardien au monde. Ça va être quoi, Kent Hughes, votre carte maîtresse dans votre jeu pour convaincre un joueur établi, un joueur de premier plan, de venir ici à Montréal? J'ai toujours... Peut-être c'est ma carrière comme joueur d'agent. Puis, écoute, la chose la plus importante comme agent n'est pas de négocier un contrat, c'est de vendre vos services aux joueurs de hockey. Là, je vends les Canadiens de Montréal, pas mes services comme agent. Puis on va vendre la ville de Montréal, on va vendre l'environnement à Montréal, on va vendre les joueurs, les gens qui viennent ici, même Patrik Laine, il a déjà fait plusieurs remarques à des gens qui travaillent pour nous, comment il est traité, le sentiment d'équipe qu'ils ont ici. C'est pas juste les joueurs, c'est tout le monde autour. J'ai toujours cru comme agent que les joueurs pensent qu'ils veulent jouer à quelque part. Mais un joueur de hockey, quand le hockey va pas bien, la vie va pas bien. Quand le hockey va bien, ils sont contents. Mais, Kent, vous avez été agent de joueur. Vous êtes maintenant directeur général. Est-ce qu'il y a une réticence chez les joueurs à venir à Montréal? Parce que cette information-là circule que c'est plus difficile de les attirer d'abord au Canada, ensuite à Montréal. Est-ce que vous avez constaté ça? Non, honnêtement, non. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Je pense que pour la seule fois que j'attends ça, c'est plus les joueurs vedettes francophones, des gens de Québec, où je crois que peut-être il y a tellement de pression sur leurs épaules. Mais les autres joueurs, non. Mais donc plus des joueurs québécois qui se disent « Hey, j'ai pas vraiment envie de me faire reconnaître au Home Depot ». Oui, peut-être, spécialement quand tu as une famille et tout autour, alors ça devient difficile, tes enfants vont à l'école, mais j'imagine aussi de l'autre côté, il y a une certaine... les choses sont tellement bonnes d'un côté, mais il y a des négatifs aussi, alors c'est des balances pour ces joueurs.
Mais écoute, on n'est pas rendu là. Je suis confiant que rendu à cette étape, on a une bonne équipe. Les gens veulent aller jouer avec Connor McDavid à Edmonton. OK. Question sur le français, Kent Hughes. Oui. Vous êtes un des patrons du Canadien de Montréal. On est au Québec. La langue française, vous le savez, c'est important. D'ailleurs, vous parlez le français. Est-ce que le Canadien pourrait dire aux joueurs, un capitaine, disons, si tu veux être capitaine, tu dois parler français? Il y a des clubs dans le monde, en Allemagne, en soccer, en Espagne, Barcelone, on dit qu'il faut que les joueurs parlent catalan, par exemple. Est-ce que le Canadien pourrait dire, tu veux être capitaine du Canadien, tu dois parler français? Je pense qu'on est mieux de l'encourager au lieu de leur dire il faut absolument dire ça, parce que si vraiment on croit qu'il y a un joueur qui nous sert comme capitaine, c'est le meilleur leader de l'équipe, mais bien comme écoute, je suis en train de regarder Gort essayer d'apprendre le français. Jeff Gorton, puis Alex Case, puis tout le monde, puis il prend des leçons privées. Puis comme je dis à tout le monde, il y en a qui sont forts en mathématiques, puis il y en a qui sont pas forts. Disant que Gort, j'espère qu'il est fort en mathématiques. mais Kent, est-ce qu'il y a, je sais pas, une disposition de la convention collective, par exemple, qui vous empêcherait de le faire? D'exiger le français pour le capitaine? Je peux pas vous dire. Je pense pas. Okay. Je pense non. J'imagine que il pourra rentrer et dire wow, qu'est-ce que vous faites? Il pourrait interpréter un aspect du convention pour dire qu'on n'est pas capable. Mais moi, je trouve que les joueurs, que Logan Mailloux parle français, Barron, il parle français. Il y en a d'autres. Demidov est en train d'essayer d'apprendre le français et l'anglais en même temps. Ah oui? Grosse commande. Oui, c'est une grosse commande. Alors, je pense que ça marche toujours mieux quand c'est quelque chose qui est encouragé, puis voit qu'il y a d'autres qui le font. Mais je dois avouer aussi, écoute, ma femme parle 5 langues. C'est facile pour elle apprendre des langues. Pour moi, c'est beaucoup moins facile. Puis comme j'ai dit à propos de Jeff, il travaille fort. Pour apprendre le français. Oui, il travaille fort. OK, on parle de français, on parle de joueurs québécois, vous l'avez évoqué tantôt. Je veux vous amener sur les repêchages que vous avez faits depuis que vous êtes directeur général du Canadien. Vous en avez 3 à votre actif, des repêchages. Les autres directeurs généraux ont toujours dit la même chose aussi. Vous avez dit la même chose également. C'était important de repêcher dans le bassin de joueurs québécois de la LHJMQ. 3 repêchages, vous avez repêché seulement 2 joueurs de la LHJMQ, Miguel Tourigny et Quentin Miller. Moi, là, de l'extérieur, je veux savoir pourquoi ça semble si difficile pour le Canadien d'aller repêcher dans le bassin de joueurs québécois de la LHJMQ. Je comprends que ça a changé avec les années puis qu'il y en a beaucoup moins, mais pourquoi on semble... C'est comme s'il n'y avait pas un effort soutenu à ce chapitre-là. Je dirais, je t'ai demandé, après le repêchage à Montréal en 2022, puis ma réponse était, on n'a pas, en anglais, l'expression au baseball, tie goes to the runner. C'est l'approche qu'on a. Ça veut dire que, toute chose égale, on va repêcher un joueur de Québec. De dire qu'on va repêcher un joueur qu'on croit est inférieur à un autre parce qu'il vient de Québec, c'est trop difficile de construire une équipe. Vous avez déjà mentionné Ottawa, Buffalo, Détroit. C'est pas facile dans un monde avec un masse salariale puis tout. Le côté business de hockey le fait plus difficile de pas faire ton maximum. Mais je dirais qu'est-ce que j'ai même pas apprécié comme agent, que j'apprécie à la table, c'est t'es là, puis tu choisis 72e, puis tu vises un joueur, puis il sort 68e. Ouais. Ça arrive, c'est arrivé à nous en 2022, puis c'est arrivé en 2023. C'est pas encore en 2024 aussi. Je ne mentionnerai pas des joueurs, mais on l'avait à un certain point, puis il sort avant. De penser que c'est facile de juste avancer 5 choix, mais tu dois échanger un autre choix pour avancer. Merci, Kent Hughes, d'être venu nous voir. Dernière question. Okay.
Ça ressemble à quoi la journée d'un directeur général du Canadien? Là, après ça, là, vous finissez ici, vous allez où? Qu'est-ce que vous faites? Votre journée va être composée de quoi? Je m'en vais à Brossard pour le pratique à chaque jour. On est là, on travaille le matin, on a une pratique. Souvent, on rencontre les coachs après, on va discuter n'importe quoi. Mais vous êtes là à chaque pratique, à chaque entraînement? Oui, à chaque entraînement. J'ai dit que le monde d'agents était reactionary. Oui, on est en réaction. On est souvent en réaction. C'est pas comme on part lundi puis on a une cinquantaine de choses qu'on veut faire. Puis souvent, quand j'étais au départ comme agent, je disais, j'étais arrivé au 5e, mais je sentais occupé toute la semaine. Oui, c'est un peu la même comme directeur général, mais on a aussi des choses hors opération hockey comme le blood drive, qu'on va aller au centre la clinique de sang, etc. Vous êtes tenu de faire ça aussi. Là. C'est ça. Je peux-tu m'en permettre une dernière sur Martin Saint-Louis? Oui. Sur quel aspect il doit travailler, Martin Saint-Louis, pour devenir encore un meilleur entraîneur, selon vous? Comment est-ce qu'on dit? Delegate? De déléguer. Déléguer. Je trouve que Martin, c'est un travailleur. On le sait, on l'a vu comme joueur de hockey. Tout le monde connaît sa carrière comme joueur. Comme coach, on ne peut pas tout faire. Alors, il faut qu'on met la confiance dans les gens qui l'entourent, puis leur permettre de faire des choses, puis avoir confiance en eux qui sont capables de le faire, parce qu'il est tellement travaillant, il veut faire tout. Kent, merci beaucoup. Merci. On vous souhaite une excellente saison. Et puis, au plaisir de vous revoir. C'était Kent Hughes, le directeur général du Canadien de Montréal. Merci. À bientôt. Beaucoup. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Bien, sur le plan diplomatique, la semaine a commencé sur les chapeaux de roue pour le Canada et aussi pour la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Pourquoi? Bien, le Canada a annoncé lundi l'expulsion de 6 diplomates canadiens. C'est une mesure exceptionnelle dans les relations entre pays. Pourquoi le Canada a fait ça? Bien, la Gendarmerie royale du Canada qui soupçonne des agents du gouvernement indien, dont le plus haut diplomate au Canada, d'avoir facilité des extorsions, d'autres actes criminels et aussi des homicides en sol canadien. Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères. Madame Joly, bonjour. Bonjour, Patrick. À la base, là, qu'est-ce qu'on reproche aux Indiens d'avoir fait au Canada? Essentiellement, la GRC, et tu viens de le dire, on se tutoie parce qu'on se connaît, la GRC a décidé d'agir de façon assez, comment je pourrais dire, exceptionnelle parce qu'elle avait un devoir d'informer les Canadiens parce qu'il y avait un danger lié au fait qu'il y avait des agents diplomatiques, des diplomates et dans le fond, qui étaient liés au crime organisé indien au Canada qui menaçaient, intimidaient, faisaient de l'extorsion, étaient impliqués dans des homicides de Canadiens au Canada. De Canadiens d'origine indienne, surtout de confession sikh. Beaucoup liés, qui proviennent beaucoup de la communauté sud-asiatique et en particulier de la communauté sikh. Et là, normalement, la GRC... et on doit dire qu'il y a déjà des accusations contre 4 personnes pour le meurtre d'un Canadien qui s'appelait M. Nijjar, qui a eu lieu à Vancouver. Et donc là, quand la GRC nous est arrivée avec cette information-là, moi, comme ministre des Affaires étrangères, j'avais l'information comme quoi il y avait 6 diplomates indiens au Canada, dont l'ambassadeur à Ottawa, mais aussi des diplomates qui étaient basés à Ottawa, à Vancouver et à Toronto, qui étaient impliqués. Et donc, c'était du jamais vu. Alors, j'ai décidé de les expulser pour enlever la menace au Canada, puis aussi envoyer un message clair à l'Inde que c'est complètement inacceptable. Parce que, vous savez, moi, comme ministre des Affaires étrangères, la première priorité que j'ai, c'est protéger les Canadiens, défendre la souveraineté du Canada. Puis déjà, on voulait faire la lumière sur ce qui s'était passé. Parce qu'il y a un an, le premier ministre avait annoncé qu'il y avait des allégations crédibles, comme quoi il y avait des agents du gouvernement indien qui étaient impliqués dans le meurtre de M. Nijjar qui avait lieu
à Vancouver. Et donc, tout ça fait en sorte que le gouvernement, nous, on a décidé non seulement d'agir, parce que c'est pas vrai, Patrick, qu'on va accepter de la répression transnationale dans notre pays. OK, on se comprend. Ouais. Ce que l'Inde est soupçonnée d'avoir fait, là, de l'intimidation transnationale, probablement un homicide transnational, ça se fait pas. Sauf que les Américains ont eu le même problème avec les Indiens. Il y a eu des tentatives de meurtre sur le sol américain d'opposants au gouvernement indien. Il y a eu des actes criminels, le même modus operandi. Les Américains ont été beaucoup plus discrets. Ils n'ont pas... Le président des États-Unis n'a pas fait une conférence de presse pour dire « J'accuse l'Inde d'avoir fait ça ». Le Canada a choisi une autre voie, une voie pas mal plus brutale, disons ça comme ça, pas mal plus publique. Quand on sait à quel point l'Inde est une puissance émergente, incontournable, est-ce qu'on n'aurait pas dû y aller de façon un peu plus discrète? Il y a 3 différences entre ce qui s'est passé aux États-Unis puis ce qui s'est passé au Canada et ce qui se passe présentement au Canada. La première, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas eu de décès. Ici, il y a eu un meurtre. Mais il y a eu tentative de meurtre. Il y a eu un meurtre ici qui a eu lieu. Et puis, on pense qu'il y a eu d'autres homicides. Et qu'il y avait un potentiel d'autres homicides. Première différence. Deuxième différence, ce qui se passait ici, c'était lié à des diplomates qui étaient en place, qui étaient impliqués il y a à peine quelques jours encore. Et donc, il fallait vraiment faire en sorte que cette menace-là disparaisse. Donc, impossible de faire ça plus discrètement. Il fallait les expulser. À partir du moment où on les expulse, Ils sont expulsés là, mais il y a un an, le premier ministre, pas un an, en tout cas, dans la dernière année, le premier ministre du Canada s'est levé et l'a dit publiquement. Oui, il l'avait dit. Mais ça, c'est un choix Patrick, politique. je vais juste finir. Ça, c'était ma deuxième différence. Ouais. OK? Puis la troisième, c'est aussi à partir du moment où le premier ministre, il y a un an, a annoncé qu'il y avait des allégations crédibles contre l'Inde. Bien, la violence et l'intimidation et le danger n'a pas diminué, il a augmenté. Et parce qu'il a augmenté, parce que c'était des diplomates en place, parce qu'il y avait la vie de gens en danger, bien là, ce qui est arrivé, c'est que la GRC, de façon exceptionnelle, a décidé d'agir. Et donc, les enquêtes se poursuivent, mais comme toute force policière qui a de l'information, puis à ce moment-là, il était rendu d'aller voir plus d'une vingtaine de personnes pour leur expliquer que leur vie était en danger. À ce moment-là, il fallait qu'il y avait une vingtaine de cibles potentielles du gouvernement indien. Exactement. Donc, et ça continuait et ça augmentait. Donc, dans les circonstances, ils ont décidé d'agir. Et je pense que c'était sain parce qu'il faut envoyer un message. Puis, la réalité, là, moi, c'est sûr que je suis dans un monde beaucoup diplomatique au niveau international, Patrick, mais si ça se passe chez nous, ça se passe ailleurs. Et donc, le Canada aussi, on va envoyer un message, particulièrement à nos pays alliés qui ont des grandes communautés de membres qui proviennent de l'Asie du Sud-Est, de l'Asie du Sud, pardon, qui peuvent aussi provenir de la communauté sikh, que si ça se passe chez nous, ça se passe absolument chez eux. Et donc, hier, j'ai eu une conversation avec mon homologue britannique parce qu'il m'a donné son soutien. Il est très, très, très préoccupé parce que, bien entendu, il y a des enjeux avec l'Inde aussi en Grande-Bretagne. J'ai été en contact avec la Maison-Blanche. La Maison-Blanche est sortie en disant, bien entendu, qu'ils nous soutenaient. Et je vais continuer d'être en communication aussi, certainement aussi avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui font partie de ce groupe-là qu'on appelle les Five Eyes, qui sont, dans le fond, dans le renseignement anglo-saxon. Oui, c'est ça, mais qui font partie aussi du groupe de renseignement où on échange des renseignements entre nous. Autre dossier épineux qui est sur ton bureau, Mélanie Joly, c'est celui du Moyen-Orient. Bon, on n'est pas un gros joueur sur la scène internationale, mais quand même, on est appelé à faire des déclarations. Et depuis un an, il se passe des affaires épouvantables au Moyen-Orient. Il y a eu le massacre du Hamas qui a été commis en Israël. Depuis, il y a des massacres qui se commettent à Gaza. Vous êtes la ministre, vous êtes parlé à ces gens-là. Je pense que la question que beaucoup de gens qui nous écoutent se posent, c'est, à la fin, là, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, qui a raison? Aïe, aïe, aïe. C'est une grosse question. Moi, je pense que premièrement, il faut ramener la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Ça me semble assez évident. Pourquoi? Parce que pour 2 raisons. Un, c'est que c'est la sécurité d'Israël à long terme qui est affectée.
parce que je pense que plus la violence continue, plus il y a des générations de personnes qui vont être traumatisées, radicalisées. Et en ce sens-là, c'est dangereux pour Israël. Deuxièmement, je pense que c'est important aussi qu'on ait des discussions sur la suite des choses. Puis moi, je pense que la création d'un État palestinien, ça va être important. Pas à n'importe quelle condition, bien entendu. Il faut s'assurer que le Hamas libère les otages, qu'il dépose les armes. Il faut absolument aussi qu'on compte toute forme d'influence de l'Iran, qui est un régime absolument monstrueux. Mais je pense que c'est important que les Israéliens et les Palestiniens peuvent vivre en paix et en sécurité les uns à côté de l'autre dans chacun leurs États. Mais pensez-vous que de notre vivant, là, ça va arriver? Je pense que oui. Je pense que... D'aucuns diraient que vous êtes optimiste. Moi, j'ai foi aux gens, en la possibilité d'utiliser la diplomatie. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir présentement pour une solution négociée là, qui mettrait là, les deux peuples dans un environnement sécuritaire, disons? Les Palestiniens et les Israéliens. Mais c'est sûr que juste avant les attentats horribles du Hamas le 7 octobre dernier, on était sur le point d'avoir une entente avec l'Arabie saoudite, avec les États-Unis, avec Israël. Ce qui aurait été historique. Et qui aurait complété les accords d'Abraham qui faisaient en sorte que certains pays du Golfe reconnaissent Israël. Donc, l'Arabie saoudite aurait finalement reconnu Israël et aurait participé à sa défense. Et l'Arabie saoudite, dans la région, est un joueur clé parce qu'Israël avait quand même été en paix avec la Jordanie et l'Égypte, qui sont également ses voisins. Donc, tout ça aurait fait en sorte qu'il y aurait une alliance de sécurité. Et là, cette alliance-là n'a pas pu avoir lieu. Pourquoi? Parce que, la guerre a commencé et maintenant, la question de la reconnaissance de l'État palestinien est au cœur de ce que l'Arabie saoudite réclame. Mais c'est pas dans les cartes du côté du gouvernement israélien, là? Non, tout à fait. Le gouvernement Netanyahou est absolument contre, ce qui est un problème. Est-ce que le gouvernement Netanyahou est un obstacle à la paix? Le gouvernement Netanyahou est un obstacle à la création d'un État palestinien. Donc, à la paix pour vous? Je pense que le gouvernement Netanyahou, c'est pas un gouvernement avec lequel nous, on s'entend. C'est un gouvernement aussi pour lequel on est très, très préoccupé par rapport à qu'est-ce qu'ils font à Gaza. Certainement, il y a trop de gens d'innocents, de civils innocents, de femmes et d'enfants qui ont été tués. Présentement, ils doivent faire en sorte qu'il y ait plus d'aide humanitaire qui soit envoyée à Gaza. D'ailleurs, les Américains ont envoyé une lettre importante hier au gouvernement Netanyahou pour mettre la pression. Sinon, ils vont mettre fin à leur exportation d'armes. Donc, ça, c'est une décision que les États-Unis ont annoncée. L'autre chose, c'est qu'il nous faut donc un cessez-le-feu qui est important à Gaza puis qui est soutenu par tout le Conseil de sécurité, incluant les Américains. Il nous faut un cessez-le-feu aussi au Liban pour qu'il puisse y avoir des conversations, une entente diplomatique, parce qu'il y a encore... Il n'y a pas un endroit maintenant au Liban qui n'est pas affecté par la guerre. Et puis aussi, il faut qu'il n'y ait pas d'escalade, parce qu'Israël va répondre à l'Iran. Ça va arriver. L'Iran a attaqué Israël, donc... Israël va répondre, mais nous, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas d'escalade parce que moi, ce qui me préoccupe au final, là, c'est que non seulement le conflit peut devenir encore plus régionalisé, mais au final, qu'on se retrouve dans une guerre plus internationale. Et c'est là où le Canada, dans le fond, on devient extrêmement préoccupé parce que c'est là où, si le conflit devient plus internationalisé, à ce moment-là, nous, c'est là où nos intérêts sont plus en jeu. Israël est entouré d'entités qui veulent sa destruction. Mm-hmm. Israël a le droit de se défendre. Oui. À quel moment est-ce que le droit à la défense d'Israël devient exagéré, entre guillemets? Mais ça, c'est une décision que la Cour internationale de justice est en train d'étudier puis que nous, on va respecter. Mais entre-temps, nous, ce qu'on veut, essentiellement, c'est qu'on arrête le fait qu'il y ait des civils innocents qui soient tués. Et c'est notre message de paix. Le Canada est un pays de paix. On le réclame depuis longtemps maintenant, depuis des mois, ça, c'est le feu-là, depuis décembre dernier. Puis en même temps, je dois dire que, ça, si tu m'as pas posé la question, mais je pense qu'elle est importante, Patrick,
tout ce qui se passe au Moyen-Orient a un impact aussi dans nos rues ici. Ben oui, on le voit chaque jour depuis un an. On le voit chaque jour. L'antisémitisme au Canada est en croissance. On n'en a jamais vu autant. La population, la communauté juive a peur. Et avec raison, elle est ciblée. C'est inacceptable. Hier, on a pris une mesure importante qui était de déclarer une entité terroriste, l'entité Samidoun. Qui est un groupe canadien. Qui est un groupe canadien qui opérait surtout à Toronto et Vancouver, mais qui faisait des manifestations. Ça, c'est le groupe qui a fait brûler un drapeau canadien dans une manifestation à Vancouver et qui a dit mort au Canada. Mort au Canada, mort à Israël. Donc ça, c'est complètement inacceptable. C'est un discours haineux. Puis, en même temps, on doit s'assurer de s'attaquer à l'antisémitisme. On savait déjà qu'on avait un enjeu aussi d'islamophobie, même avant le 7 octobre. On savait déjà que la communauté musulmane était parfois mais quand ciblée. même, les Juifs sont plus ciblés, là. Si on y va au simple poids mathématique, là... Présentement, ce que les policiers nous disent, c'est qu'il y a une augmentation de la violence et des menaces contre la communauté juive. Puis quand il y a des coups de feu qui sont lancés tirés sur des synagogues, sur des écoles primaires juifs, c'est complètement inacceptable. Donc, et c'est ça que je trouve qui est dramatique, c'est qu'au même moment où on essaie de ramener la paix et la stabilité au Moyen-Orient dans une situation impossible, au final, il y a des gens ici qui en souffrent. Et moi, comme gouvernement, est-ce qu'on a été parfait sur l'antisémitisme? Non, on doit en faire plus. Mais aussi tous les niveaux de gouvernement, que ce soit la Ville de Montréal, la province du Québec ou en même temps, nous, au niveau fédéral. Dernier thème international, Mélanie Joly, l'Ukraine. Je sais que ça te tient à cœur. Je ne suis pas habitué à te tutoyer en nombre. Il y a une conférence que tu vas chapeauter à Montréal, fin du mois, des ministres des Affaires extérieures. Oui, il y a un sujet qui me tient très, très, très à cœur. C'est le retour des enfants ukrainiens qui ont été enlevés par la Russie auprès de leurs proches. Donc, on fait une conférence sur ce sujet-là, sur le retour des prisonniers de guerre, puis aussi des civils qui ont été enlevés par la Russie. Je vais la co-présider avec l'Ukraine. Donc, le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine s'en vient à Montréal. Le ministre des Affaires étrangères aussi de la Norvège, parce que c'est co-présidé Canada, Ukraine et Norvège. Je voulais faire ça dans ma belle ville de Montréal. Il va y avoir une 50aine de pays qui vont être présents. Et il va y avoir plusieurs ministres des Affaires étrangères. Donc, ça a lieu le 30 et 31 octobre prochain, dans 2 semaines. Alors, bien hâte de pouvoir en parler davantage. Est-ce que votre patron va être encore là? Je lis dans les journaux qu'il est l'objet d'une fronde de députés du Parti libéral du Canada. Bien, Justin Trudeau a toute ma confiance, bien entendu. Mais vous les entendez, les bruits? On a des conversations. Est-ce que ça vient jusqu'au Conseil des ministres ou les députés gardent ça entre eux autres? Je ne dirais pas qu'est-ce qui se passe au cabinet, parce que j'ai de la confidentialité au cabinet. Pas me dire ce qui se passe, mais ce que vous entendez entre les branches. Tu sais, imagine, là, nous, on est un caucus d'environ 160 personnes. Ouais. Ici, il y a à peu près 10 personnes qui travaillent dans ton bureau, là, quand je regarde autour de moi. À peu près. À peu près fait fois 15. Donc, déjà, il y a déjà des conversations, j'imagine, dans ton bureau. Des rumeurs des de tractations. Mais je ne sais pas pour ton bureau. Fois 15. Je ne sais pas. Ça doit être beau. Tu ne vas pas me demander de parler de ce qui se passe chez vous. Mais chez nous, c'est sûr qu'il y a des conversations, puis on va les garder confidentielles. Mélanie Joly, merci. Je sais qu'il y a beaucoup de dossiers sur votre bureau. Merci d'être venue nous visiter en studio. Merci, ça me fait plaisir. Patrick. Merci beaucoup. Il y avait des rumeurs que mon prochain invité allait peut-être décider de se lancer à la mairie de Montréal. Il a plutôt choisi de devenir dragon pour Radio-Canada. Luc Poirier est entrepreneur, promoteur immobilier bien connu. Luc Poirier, bonjour. Oui, bonjour. Donc, on va revenir sur cette idée que vous avez laissé flotter. D'abord, peut-être de vous lancer à la mairie. D'abord, habitez-vous à Montréal? Non, pas du tout. Mais la nouvelle loi permet de se présenter dans une ville même si on n'habite pas. La ville. Donc, mais à long terme, moi et ma femme, on regardait pour revenir vers Montréal éventuellement. Parce que je vous ai entendu parler il y a quelques mois, là, en termes très, très durs de Montréal. J'ai été étonné de voir que, n'habitant pas à Montréal, ayant pas l'air de trop aimer Montréal, ça vous tentait de devenir maire de Montréal à une époque. En fait, j'ai eu beaucoup de
d'amour de gens qui me voyaient à la mairie et d'entreprises. Puis là, ça m'a donné le goût. J'en ai parlé avec ma femme. Il y a eu des discussions. Je vous mentirai pas. Mais ma priorité en ce moment, là, le timing n'est pas bon. Ma priorité, c'est ma famille. J'ai 2 ados, jeunes ados. Dans 5 ans, peut-être, mais pour l'instant, non. Mais écoutez, vous êtes promoteur immobilier, homme d'affaires à succès. Vous seriez pas heureux, maire d'une ville comme Montréal? Je veux dire, vous seriez à la tête d'une structure hyper bureaucratique. Et contrairement à ce que vous faites dans le monde des affaires, là, on lève pas un doigt puis les affaires se passent. Là. Non, mais vous avez absolument raison. Mais à un moment donné, en tant qu'homme d'affaires, on a réalisé plein de choses, puis on s'est accompli, puis on veut redonner à la société en argent, mais aussi en temps. Et on veut bien faire. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que l'idée... En fait, c'est un peu une histoire d'amour de gens qui me voyaient là, puis que j'ai pensé à cause de ça, puis je me suis dit pourquoi pas. Mais ça, là, j'ai laissé tomber. Ça, M. Poirier, c'est intéressant parce que je le sais qu'il y a des gens d'affaires qui s'activent, qui essaient de trouver une alternative à Mme Plante. C'était pas votre idée. C'est c'est des gens qui vous ont approché. Oui, exact. Comment ça se fait, cette approche-là, dans le détail? Ben, beaucoup de messages. Bon, les réseaux sociaux, bien évidemment, les courriels également. Beaucoup d'entreprises que je côtoie qui me disent « Luc, présente-toi, t'as une cote d'amour auprès du public. Ça, faut... » En fait, les gens disaient « Faut sauver Montréal ». Puis c'est un peu ça que le slogan que j'avais lancé, « Sauvons Montréal », parce que je vois que ça a des crépitudes depuis quelques années. Puis c'est triste. Là. Quand je viens à Montréal, je trouve ça un peu triste, là, tout ce qui se passe. Mais là, imaginez, là, c'est un vendredi matin, là, vous pensiez peut-être aller au chalet, puis là, le service de l'eau vous appelle puis dit « Hey, il y a une conduite qui a pété sur le pont Jacques-Cartier, là, monsieur le maire, faudrait venir. » C'est pas mon idée du fun, ça, quand on a le choix comme vous. Dans la vie. Mais vous avez 100% raison, puis c'est pour ça que le timing n'est pas bon, puis ma priorité, c'est mes enfants. Je comprends. OK. Parlons des dragons. C'est pas mal moins, disons, prenant comme horaire quand on est un dragon à Radio-Canada. Pourquoi vous avez dit oui? Pourquoi j'ai dit oui? Parce que je suis un dragon dans l'âme, en fait. J'ai fait beaucoup de mentorat dans les derniers... ça fait 35 ans que je fais des affaires. Je suis entrepreneur. Donc, au fil des années, j'ai aidé beaucoup d'entreprises, beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont parti de leur propre business. Donc, c'est naturel pour moi. Puis, j'ai investi aussi au fil des années dans toutes sortes d'entreprises. Donc, c'est la suite. Quand on me l'a proposé, c'est certain que c'est quelque chose que... Bon, j'écoutais Dragon's Den à CBC et Shark Tank au niveau américain. Puis, j'adorais le concept. Donc, c'était naturel pour moi quand on me l'a annoncé. On s'attend des dragons à Radio-Canada puis dans les autres déclinaisons là, canadiennes, anglaises, américaines qui soient aussi un petit peu controversés, qui soient un petit peu... qui fassent le spectacle, là. Est-ce que vous allez être capable de dire leur cas de vérité aux jeunes entrepreneurs qui viennent vous voir? On m'a demandé comment j'allais être comme dragon à Radio-Canada. Tout le monde m'a demandé ça. Puis moi, j'ai tout de suite dit, je vais être naturel. Donc, on peut pas me changer. Je peux pas devenir un méchant ou un super gentil juste pour la télé. Mais êtes-vous cassant dans la vie comme ça? Non, en fait, je dis la vérité dans la vie. Donc, je dis les vraies affaires. On me connaît comme ça. Donc, je vais continuer à le dire. Puis... Bon, c'est certain que si l'idée est pas bonne, je vais le dire, puis si l'idée est bonne, je vais le dire aussi. Aimez-vous l'attention? Parce que je vous regarde aller sur les réseaux sociaux, vous publiez beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a un côté « j'aurais voulu être un artiste en vous ». En fait, ça fait juste depuis à peu près 1 an et demi à peu près que je suis plus présent. Une des raisons, c'est que j'ai remarqué que... comment je pourrais dire, je suis souvent un modèle, puis pas juste en affaires, mais tu sais, comme j'ai commencé à faire des Ironman il y a 2 ans, puis aujourd'hui, je rencontre d'un marathon ou d'un Ironman des gens qui me disent, c'est grâce à toi que j'ai commencé à m'entraîner. Avant, je pesais 50 livres de plus, exemple. Fait que je suis comme un genre de modèle dans toutes sortes de domaines. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas utiliser ça dans le meilleur pour motiver les gens, puis avoir... l'intention auprès des gens. Donc, vous voyez Luc Poirier comme un gars qui inspire? Oui, en affaires, mais aussi dans d'autres sphères de la vie, exactement. OK. Parlons de Nordvolt un peu. C'est vous, pour situer les gens là, qui ne vous reconnaîtraient pas, même si vous êtes très connu, là, c'est vous qui avez vendu au gouvernement le terrain qui a été cédé à Nordvolt pour la fameuse usine. Oui.
Là, les nouvelles sur Nordvolt sont inquiétantes. Là. Il y a encore aujourd'hui, vous l'avez peut-être pas vu encore, là, mais 300 employés de Nordvolt licenciés en Suède. Ça va pas bien. Disons que Nordvolt fait faillite. Là. Si le terrain est remis sur le marché, est-ce que ça vaut 240 millions? Est-ce que le gouvernement peut récupérer son 240? Ah oui, sans aucun problème. Il n'y a pas une perte de valeur? Non, du tout. Le terrain a été payé à peu près 12 $ le pied carré. Il y a 2 km de bord de l'eau. On est à 15 minutes de Montréal. C'est impossible de trouver un terrain à 12 $ le pied carré avec autant de bords de l'eau près des grands centres urbains. Ça n'existe pas. Donc, effectivement, en fait, il y avait 2 problématiques au terrain. Il y avait la sortie sur la 116 que le gouvernement va régler. Puis, il y avait l'électricité qui était pas amenée. Donc, ces 2 problématiques-là vont être réglées. Donc, le terrain va valoir beaucoup plus que 240 millions. Restons sur le domaine des affaires, Luc Poirier. Le gouvernement de M. Legault se dit souvent « on est un gouvernement d'hommes d'affaires ». Et vous en êtes un. Vous avez fait fortune dans le monde des affaires. Je me demandais, est-ce que vous trouvez que c'est un bon gouvernement d'affaires, la CAQ? En fait, j'avais beaucoup d'espoir quand ils sont rentrés il y a 6 ans. Parce que je me suis dit, enfin, un gouvernement d'affaires, c'était pas juste des médecins, dont le gouvernement précédent. Puis, de plus en plus, je trouve qu'ils prennent des mauvaises décisions de plus en plus. Nordvolt, c'en est une. Pourquoi, tu sais... Le terrain, moi, je trouve qu'il n'a pas été payé cher. C'est 12 $ le pied carré, c'est pas cher du tout. Sauf que les gens disent, pourquoi que le gouvernement a mis l'argent, aurait dû mettre l'argent plus tard quand l'usine aurait été opérationnelle. Donc, enlever toutes les mais il me semble risques. qu'il y a des dispositions comme ça. Là. Oui, mais là, ils ont déjà mis 750 millions à peu près. Là. Mais pourquoi avoir mis cet argent-là? Trudeau, lui, a été plus intelligent. Il met l'argent après, quand l'usine aurait fonctionné. On aurait dû faire la même chose. Fait que c'est un paquet de décisions comme ça que je trouve complètement... mettre l'argent dans Lyon, au lieu de mettre l'argent, on avait... Les camions électriques. Oui, Lyon, c'est les camions électriques. Mais on avait 2 grosses compagnies, dont à Drummondville, Girardin, qui font déjà des autobus depuis 50 ans. Puis ils connaissent ça. Fait pourquoi pas leur donner à eux? Taiga, c'est la même chose. On a un bon... Les motos, on a BRP ici. Donc, tu sais, Taiga, c'était sûr, ça allait faire faillite. C'était évident. Pour vous, ça a toujours été évident? Ben oui. Le réseau de distribution là, pour les produits récréatifs est hyper important. Tu peux pas survivre si tu n'as pas un réseau de distribution. Puis Taiga, il commence, puis c'est un monopole. Tu sais, BRP, Yamaha, Polaris ont un monopole mondial. C'était impossible là, de trouver sa voie. Donc, c'était évident que ça allait faire faillite. Tous les deals que le gouvernement du Québec a fait dans la filière électrique, de Nordvolt à Taiga à Lyon, vous n'auriez pas fait ça? Je l'aurais fait différemment. Comme exemple, Taiga, l'argent qu'ils ont mis, je l'aurais donné à BRP pour qu'ils développent des produits. Puis BRP aurait continué, là, il n'aurait jamais fait de faillite. Même chose pour le niveau des autobus, je l'aurais donné aux 2 autres entreprises qui sont déjà établies, qui ont déjà l'immobilier, des manufactures, etc. Puis au niveau de Nordvolt, j'aurais dit aucun problème, on met l'argent, mais après, quand l'usine est opérationnelle, donc il n'y aurait eu aucun risque et aucune dépense au niveau du gouvernement. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'ancien ministre de l'Économie, M. Fitzgibbon, qui est aussi homme d'affaires, il n'a pas fait des bons choix. Quand c'est pas ton argent, c'est facile de faire des mauvais choix. Quand c'est ton argent, là, tu fais bien plus attention, ça, je peux vous le dire. M. Poirier, ça a été un plaisir. C'est la première fois que je vous rencontrais. Vous reviendrez. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était Luc Poirier, désormais Dragon, vous le connaissez, promoteur immobilier, qui a jonglé avec l'idée d'être maire de Montréal. Peut-être qu'il va revenir à cette idée-là. Voici Patrick Lagacé. C'est la poulette grise qui a pondu dans l'église. Elle a pondu un petit coco pour son petit qui va faire d'audiche. Elle a pondu un petit coco pour son petit. La comptine qu'on écoute présentement, c'est la poulette grise. Et je vais vous expliquer dans une seconde pourquoi la poulette grise. Ma prochaine invitée s'appelle Marie-Claude Daou. Elle est comédienne, autrice, présente une pièce autobiographique, Fille de trans. Et c'est l'histoire d'une femme qui apprend que son père va devenir une femme.
C'est un enjeu de notre temps. Et dans le texte de la presse aujourd'hui qui couvre cette pièce-là, justement, Marie-Claude Daou dit « Moi, mon père me chantait cette comptine-là, La poulette grise. » Et j'ai pensé vous la faire entendre. Marie-Claude, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Quand vous entendez cette comptine-là, vous pensez à Norm, votre père. Oui, puis en fait, nous, j'en parle dans le spectacle, on a eu la chance d'avoir notre propre version de La Poulette parce que mon père était musicien. Donc, on avait notre propre adaptation de cette comptine-là. Donc, c'est vraiment un souvenir qui est intimement lié à mon enfance, là. Donc, Norm, un jour, devient Sophia. Oui. Racontez-nous, là, je le sais que ça a été graduel, que votre père là, a suivi une courbe où il s'est dit un jour, finalement, je suis une femme. La première découverte que votre père n'était pas bien dans son corps, c'était quoi? Bien, il faudrait lui poser la question parce que ça remonte à très, très longtemps. Tu sais, très petit, mon père avait déjà des intérêts pour bijoux, vêtements plus féminins, s'habillait dans la garde-robe de sa mère à l'occasion, à la cachette. Donc, je sais que ça remonte à très, très, très loin. Moi, mon père était à l'époque ce qu'on appelle un cross-gender. Donc, il y a des journées où il se sentait normand, donc incarnait sa personnalité masculine. Et il y a des journées où il se réveillait puis il se sentait Sophia. C'était pas toujours possible d'incarner Sophia dans le quotidien, donc il y a des moments où ça a été réprimé. Mais dans à peu près 30 % de sa vie, Sophia avait des activités à elle dans une vie en parallèle. OK, mais vous, comme fille de Norm, à quel moment est-ce que vous réalisez là, qu'il n'est pas nécessairement bien dans son identité, là? Bien, moi, j'ai été tellement dans le déni puis dans le refus de cette affaire-là que ça m'a pris des années à m'en rendre compte, même sachant l'existence de Sophia. Moi, je l'ai appris, c'est ma sœur qui m'a annoncé que notre père s'habillait en femme. Donc, ça a été un premier choc, puis c'était difficile à croire. Mon père est un homme extrêmement viril, un homme à femme. Il n'y avait rien qui laissait pressentir ça. Puis là, j'ai appris l'existence de Sophia. Moi, je travaillais avec mon père au quotidien et j'ai refusé pendant des années de rencontrer ou de voir Sophia. Et Sophia avait déjà un nom. Oui, Sophia, elle existait. À l'époque, elle ne portait pas le nom de famille de mon père. C'était vraiment un nom d'une autre identité. Donc, elle avait vraiment sa vie en parallèle à la nôtre. Nous, dans la famille, on ne côtoyait pas Sophia. Et là, à un moment donné, votre père a une crise. Et là, il va devoir faire cette transition et devenir femme. Oui, exactement. Moi, après un moment donné, Sophia a commencé à s'intégrer un petit peu dans mes activités professionnelles. J'ai commencé à la côtoyer. J'ai eu des enfants. Et un jour, mon père nous a annoncé que la crise de dysphorie était arrivée. Normand était parti. La dysphorie de genre. Dysphorie de genre. Donc, elle ne ressentait plus la présence de Normand. C'était terminé. Pour elle, elle était Sophia. C'est ce qui restait en elle. Donc, elle a entrepris la transition permanente, donc le coming out officiel à tout le monde autour. Et puis, c'est Sophia qui a pris la place de Normand dans nos vies. L'avez-vous spontanément acceptée comme fille de Norm devenue Sophia ou il y a eu une période tampon? Bien, la période tampon a été très longue. Tu sais, pour moi, à partir du moment où j'ai su l'existence de Sophia, j'ai refusé d'être la fille de Sophia. Pour moi, Sophia, c'était une autre personne. Et là, quand Sophia est arrivée pour de bon, j'avais déjà un lien plus proche avec elle, mais c'était pas un lien parent-enfant pour moi. Donc, à un moment donné, là, mon père est devenu Sophia. Fait que là, il y avait toute une nouvelle histoire familiale, un nouveau lien à recréer, sans pour autant effacer l'historique, accepter le nouveau. Je pense que sur le coup, je m'en suis pas tant rendu compte. Il y a beaucoup de choses que j'ai réalisées en écrivant Fille de trans, en fait. Et avec Fille de trans, votre spectacle autobiographique, Marie-Claude Daou, qu'est-ce que vous vouliez faire? C'est quoi le message que vous vouliez lancer? En fait, c'est que ça a commencé tout ça parce qu'une amie me disait « C'est fou la quantité d'informations que tu as sur la transidentité qu'on a besoin de savoir puis qu'on n'ose pas questionner de peur de blesser, de heurter, de rendre mal à l'aise. » Donc, je me suis penchée sur cette question-là. Je savais pas si ce serait une conférence. À un moment donné, je me suis dit, je veux pas faire quelque chose de pédagogique parce que je suis pas une membre de la communauté transgenre. Le mieux que je peux faire, c'est de raconter ce que moi, j'ai vécu. Puis ce que je souhaite que le show fasse, c'est que ça fasse réaliser aux gens que mon histoire, ça peut être la leur. Ça se peut qu'ils se retrouvent confrontés à une transition un jour, puis je pense que ça fait du bien d'en parler avant que ça nous arrive et de comprendre l'impact qu'on a sur la vie de nos proches dans ce temps-là. Vous appelez Sophia ma papa maintenant. Comment votre papa, Sophia, a réagi? Je l'ai consulté avant de faire quoi que ce soit, en fait. J'ai dit, j'ai une idée de projet, ça te va dessus. Sophia, c'est une activiste très, très impliquée dans la communauté transgenre. Elle m'a dit oui.
vas-y, fais ce que tu penses qui est bon. Je suis arrivée avec la première version de texte, je la lui ai transmise. Elle a trouvé ça difficile à lire, évidemment, parce que c'est mon point de vue, c'est pas le sien. Donc, les choses qui m'ont blessée, moi, elle les a pas faites pour me blesser. Elle les a faites parce que c'est ce qu'elle est. Donc, ça a été difficile à recevoir, mais elle a fait preuve de beaucoup d'humilité tout au long du processus. Elle a lu chacune des étapes, elle a assisté à chacune des lectures, aux premières de pièces. Elle a été là tout le temps. Elle va être là demain, d'ailleurs, à la Place des Arts aussi. Elle est très, très soutenante dans le processus. Il y a un retour de bâton idéologique contre le phénomène de la transidentité, contre certains LGBTQ aussi, on l'a vu, là. Ce qui n'était pas controversé il y a 10 ans, il y a 15 ans, l'est devenu. Est-ce que vous avez peur de prêter flanc à une certaine haine idéologique? Je pense que forcément, on parle de transidentité, je pense qu'on se met vulnérable à ça, je crois. Après, ce que je raconte, c'est ma vie. Fait qu'on peut en dire ce qu'on veut. Moi, ce que je raconte, c'est ce que j'ai vécu, puis c'est comment je l'ai ressenti. Je le fais pas pour prendre la parole pour la communauté trans, puis je le fais pas pour me positionner contre quiconque. En fait, je le fais juste pour ouvrir les esprits, pour qu'on en parle, puis pour que peut-être on apprenne à mieux vivre ensemble. La couverture des enjeux trans dans la communauté trans, c'est pas reçu également, là, c'est pas monolithique. Est-ce que votre projet a hérissé certaines personnes? Bien, tu sais, déjà, le titre en soi, Fille de trans, a soulevé certains inconforts parce que on ne dit pas un trans, on dit une personne transgenre. Donc, je suis pas une fille de trans, je suis la fille d'une femme transgenre. Ça, donc, on aurait voulu que ce soit ça dans le titre. Bien, ça l'a... Pour certaines personnes, ils se sentent pas concernés quand je dis fille de trans. Après, le show s'appelle comme ça parce que moi, ça a été mon déclencheur. On m'a demandé dans la vie, qu'est-ce que ça te fait d'être une fille de trans? Et ça m'a forcé à me positionner en tant que la fille d'une personne transgenre, ce que j'avais jamais pris le temps de faire comme réflexion avant. Donc, le titre est resté comme ça parce que c'est ce qu'on m'apporte. Mais déjà, ça éveille des sensibilités que je comprends et que je respecte, mais pour d'autres personnes dans la communauté transgenre, c'est très confortable. T'sais. Donc, la communauté trans, c'est une société. Tout le monde a des opinions, tout le monde a des expériences différentes, puis je pense que je pourrais pas faire l'unanimité chez tout le monde. Ça s'intitule « Fille de trans », vous l'avez dit, Marie-Claude, et c'est présenté jeudi, donc demain, 5e salle de la Place des Arts. Il y a une représentation supplémentaire là, qui aura lieu le 9 mars 2025 et aussi en tournée un peu partout au Québec en 2024 et 2025. Merci d'être venu nous parler de Fille de trans. Merci beaucoup.